Anne-Sophie est étudiante. Anne-Sophie est étudiante à la maîtrise en biologie végétale sous la direction d'Hélène Pérez Lopez et son titre vulgarisé est « Développement d'un outil de diagnostic quantitatif pour la maladie du crâne bactérien de la tomate ». Je suis prête. Parfait. Tout le monde aime la tomate, que ce soit dans un club sandwich ou bien dans la sauce spaghetti de grand-maman. En effet, c'est un des légumes les plus consommés au monde. C'est également important au Québec, la production est également importante au Québec. En effet, notre province est la 3e province productrice de tomates en serre au Canada. C'est un secteur qui est en plein essor avec la valorisation de l'autonomie alimentaire depuis la fameuse COVID. Prenez quelques instants pour vous imaginer dans la peau d'un agent pathogène, dans une serre remplie de tomates, et que c'est votre mets favori, ce serait le paradis. Eh bien, c'est le cas pour la bactérie Caelbacter michiganensis, sous-espèce michiganensis, la bactérie pour le reste de la présentation. Cette bactérie cause la maladie du chancre bactérien de la tomate. Cette maladie est particulièrement crainte par les producteurs puisqu'elle impacte la croissance des plants, mais également la qualité des fruits. Eh bien, qui voudrait un fruit recouvert de taches? Sûrement personne. Mais ce n'est pas tout. Cette bactérie peut également infecter les semences et ainsi permettre la propagation à travers le monde de producteur à producteur. Malgré l'importance de cette maladie, il n'y a aucun cultivar résistant, ni aucune stratégie de lutte, que ce soit chimique ou biologique, efficace. Actuellement, la prévention est le seul moyen pour lutter contre cette bactérie. Une manière de prévenir la maladie, eh bien, c'est la détection spécifique d'une telle quantité de bactéries. Mais étonnamment, présentement, il n'y a aucune méthode qui permet de quantifier la présence de cette bactérie. Ainsi, mon projet de maîtrise est de développer un outil capable de quantifier la présence de cette bactérie à partir d'ADN, que ce soit pour les plants de tomates ou bien les semences. Ainsi, avec cet outil, ça va être très utile pour évaluer l'efficacité de nouvelles méthodes de lutte pour l'agent pathogène, mais également permettre d'éviter la propagation dans les serres au Québec. En effet, ça va permettre d'éviter d'utiliser des plants contaminés ou bien des semences infectées. Grâce à mon projet, on va être en mesure d'avoir davantage de tomates québécoises sur notre marché. En espérant que ma présentation ne me vaudra pas le lancer de la tomate. Merci. Bravo à Anne-Sophie. J'invite maintenant Virginie Drolet-Labelle à venir à l'avant. Virginie est étudiante à la maîtrise en nutrition sous la direction de Sophie Desroches et son titre vulgarisé est « Que pensent les personnes âgées des protéines végétales? » Oui. La population canadienne est vieillissante. Selon des projections de Statistique Canada, les aînés pourraient représenter plus du 5e de la population en 2025. Heureusement, certains aliments peuvent contribuer à un vieillissement en santé, entre autres les protéines végétales. Elles regroupent les légumineuses, les noix et graines et les produits du soya et elles sont mises de l'avant dans les nouvelles recommandations du Guide alimentaire canadien. Les protéines végétales sont associées à plusieurs bénéfices, même pour les personnes âgées. On pense notamment à une diminution du risque de mortalité, à une meilleure santé cardiovasculaire et cognitive, sans oublier tous les bénéfices sur l'environnement. Pourtant, la consommation de protéines végétales reste très faible chez les personnes âgées comparativement aux protéines animales. Donc, considérant tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner le goût aux personnes âgées d'intégrer un peu plus de protéines végétales à leur alimentation? C'est ce que j'ai essayé de comprendre avec mon projet de maîtrise.
Actuellement, il y a très peu d'études qualitatives sur le sujet, ce qui limite le développement d'interventions. C'est pourquoi j'ai réalisé 60 entrevues avec des personnes âgées. Elles m'ont permis de recueillir leur opinion, croyances et perceptions sur plusieurs aspects entourant la consommation de protéines végétales. Par exemple, les côtés positifs qui ont été mentionnés étaient en lien avec la santé, comme la santé cardiovasculaire, l'environnement, le bon goût et le faible coût. Les côtés plus négatifs étaient reliés aux troubles digestifs, donc les fameux gaz et ballonnements souvent associés aux légumineuses, et à la complexité de préparation parce que pour plusieurs, préparer un bloc de tofu, c'est plus complexe que de préparer un steak. Les entrevues m'ont aussi permis de recueillir leur avis sur ce qui les aiderait à consommer des protéines végétales. Donc, ils ont mentionné qu'il y a d'avoir plus de connaissances sur les produits. Donc, c'est quoi la variété, où les acheter, comment les apprêter, ça pourrait les aider. Il y en a aussi qui ont mentionné qu'une meilleure mise en valeur des produits dans la société, ça serait facilitant. Parce que c'est vrai qu'actuellement, les protéines animales prennent beaucoup de place. Ensuite, ce qui empêche les personnes âgées de consommer des protéines végétales, c'est vraiment le manque de motivation à changer leurs habitudes. Souvent, la viande est consommée depuis longtemps et c'est vraiment une habitude qui est ancrée et très difficile à changer. Il y en a aussi pour qui le manque de technique pour apprêter les aliments, c'est tout simplement ce qui va les empêcher d'en consommer. Donc, tous ces éléments pourraient être utilisés pour développer une intervention qui faciliterait la consommation de protéines végétales et qui serait adaptée aux besoins et à la réalité des personnes âgées. Par exemple, les côtés positifs qui ont été mentionnés pourraient être utilisés comme facteur de motivation pour changer les habitudes et des ateliers culinaires pourraient être développés pour augmenter les connaissances et compétences des personnes âgées pour qu'elles puissent apprêter les protéines végétales par elles-mêmes. Finalement, nos résultats pourraient être utilisés par des résidences pour personnes âgées pour qu'elles puissent adapter leur menu au guide alimentaire canadien et aux besoins et préférences de leur clientèle. Marianne, j'invite à présent, Virginie, j'invite à présent Marianne Gagnon à venir à l'avant. Marianne est étudiante à la maîtrise en nutrition sous la direction d'Anne-Sophie Motisset et son titre vulgarisé « Infertilité chez la femme en situation d'obésité, le coupable serait-il dans notre assiette? » Un couple sur 6. C'est le nombre de personnes au Canada qui souffrent présentement d'infertilité. Et c'est 3 fois plus de gens qu'il y a 25 ans. Mais pourquoi? Notre principal suspect est l'obésité, qui elle aussi a suivi la mode et a augmenté au cours des dernières années. Présentement, elle affecte plus d'une femme sur 5 en âge d'avoir des bébés et elle aime se mêler de ce qui ne la regarde pas. En effet, l'obésité peut venir diminuer, dérégler ou même supprimer complètement la production d'ovules. Ces petits œufs qui se font féconder par les spermatozoïdes pour produire le bébé. Un spermatozoïde sans ovule, ça ne fait pas grand-chose. Heureusement, on connaît déjà quelques stratégies pour gérer cette indiscrète obésité, notamment avoir une saine alimentation. Plus facile à dire qu'à faire, vous me direz, et c'est là que mon projet entre en jeu. Nous nous sommes demandé si l'alimentation affecte l'obésité et que l'obésité affecte la fertilité, est-ce que l'alimentation pourrait avoir un impact direct sur la fertilité? Nous allons donc investiguer l'alimentation de ces femmes, celles qui ont à la fois une obésité et une infertilité. Avec mon chapeau de détective, je vais venir identifier les éléments de l'alimentation qui clochent et, si corrigés, qui pourraient non seulement améliorer la situation d'obésité, mais également la fertilité chez ces femmes. Je ne pourrais toutefois pas y arriver sans le Watson à mon Sherlock, mon fidèle questionnaire de fréquence alimentaire. Celui-ci, une fois complété par plus de 600 participantes partout au Canada, me permettra d'identifier l'apport en plus de 130 aliments que ces femmes auront consommés pendant un mois. Bon, c'est beau de savoir que Mme X a mangé 2 bananes par jour ou que Mme Y s'est régalée d'une délicieuse poutine la semaine dernière, mais comment allons-nous déterminer si l'alimentation en soi est saine? La première étape sera de venir regarder à la loupe ce que contiennent nos aliments, soit les nutriments. Les nutriments, ce sont toutes les petites molécules qui composent chaque aliment et qui servent un peu de carburant à l'usine de notre corps humain. Nous allons comparer les apports en nutriments aux recommandations canadiennes existantes pour chaque nutriment. Puisque chacun d'entre eux a un rôle spécifique à jouer dans le corps, un apport en dessous ou au-dessus des recommandations en nutriments pourrait venir dérégler le corps, par exemple par l'accumulation de gras qui mène à l'obésité ou par la diminution de la fertilité. La deuxième étape sera de venir calculer un score qui mesure la qualité de l'alimentation selon les aliments consommés par chaque femme. Par exemple, une participante qui mange plus de fruits et légumes gagnera des points et une qui mange plus de produits riches en sucre ou en sel ajouté en perdra.
Finalement, nous comparons tous ces apports en nutriments et nos scores de qualité alimentaire avec une population similaire, donc d'autres femmes canadiennes en âge d'avoir des enfants, afin que nous puissions différencier les apports de notre population obèse et infertile. En bref, cela nous permettra à nous, les professionnels de la santé, si nous trouvons nos coupables alimentaires, de venir identifier plus précisément les recommandations que nous devons donner à nos clients, et ce, à prix beaucoup plus modique que des traitements de fertilité. Merci beaucoup. Nous invitons à présent Inès Beauclair-Maguillard à venir faire sa présentation. Inès elle est étudiante à la maîtrise en nutrition, également sous la direction d'Anne-Sophie Morissette. Et le titre de son projet vulgarisé, réponse d'une hormone de satiété après un repas chez la femme enceinte, variation pendant la grossesse. Fais ceci, fais cela, tu peux manger ça, mais pas ça. Tu dois manger 2 fois plus maintenant que tu es enceinte. Ceux-ci sont le genre de commentaires que les femmes enceintes peuvent entendre. Tout le monde veut ajouter son grain de sel, mais pas dans son assiette. Là. Les gens veulent donner des recommandations aux femmes enceintes. Et je doute aucunement que les recommandations sont bien intentionnées. Cependant, quand monsieur, madame, tout le monde donne des recommandations en matière d'alimentation, ce n'est pas toujours basé sur la science. Et dans le domaine de la nutrition, nous nous fions vraiment sur la science pour donner nos recommandations. En réalité, les femmes enceintes ne doivent pas manger 2 fois plus. La recommandation est plutôt d'ajouter environ 1 collation de plus par jour au 2e trimestre et 2 petites collations de plus par jour au 3e trimestre pour fournir toute l'énergie dont le bébé a besoin pour bien grandir. Ceci est la recommandation théorique, car en pratique, mon équipe de recherche a remarqué qu'il y a plutôt une stabilité de la consommation de nourriture entre les 3 trimestres de grossesse chez les femmes enceintes. Mais pourquoi une stabilité? C'est justement la question que nous nous posons. Avant de répondre à la question, on doit comprendre que notre corps a 2 manières de communiquer avec notre cerveau pour lui dire s'il a faim ou pas. On a notre système nerveux et les hormones. Le système nerveux envoie des messages rapides au cerveau, un peu comme quand on utilise notre cellulaire pour envoyer un message texto. Les messagers chimiques de notre corps prennent plus de temps à envoyer leurs messages. Elles sont comme des lettres écrites à la main. Elles prennent plus de temps à se rendre, mais le cerveau accorde plus d'attention au message qui est inscrit. L'hormone que j'étudie s'intitule le Glucagon-like peptide 1, ou, si vous avez que 180 secondes, GLP-1. Le message du GLP-1 est très simple. Je n'ai plus faim. Il contribue au sentiment de plénitude qu'on peut avoir après avoir mangé un repas. Donc, dans mon projet de maîtrise, je m'intéresse à la quantité de GLP-1 chez les femmes enceintes. Pour ce faire, on a invité les participantes à venir au centre de recherche. On leur a offert un déjeuner standard durant lequel on a pris des prélèvements sanguins pour venir mesurer la quantité exacte de GLP-1 dans leur sang. En conclusion, les résultats obtenus vont nous aider à mieux comprendre l'hormone GLP-1 et aussi voir si cette hormone affecte la stabilité de la consommation de nourriture qu'on a remarqué entre les 3 trimestres de grossesse. On aimerait ça être capable de donner des recommandations nutritionnelles adaptées aux femmes enceintes pour qu'elles soient en mesure de manger mieux pour 2 et non, comme le mythe le dit, 2 fois plus. Merci. J'invite à présent Émilie Bernier à venir à l'avant. Émilie est étudiante à la maîtrise en nutrition, également sous la direction d'Anne-Sophie Morissette. Et son titre, quelles sont les associations entre l'épaisseur des couches graisseuses du ventre mesurées par échographie, l'alimentation et le risque de développer un diabète pendant la grossesse? Saviez-vous qu'au Québec, une femme sur 3 en âge de procréer vit avec un embonpoint ou une obésité? Ainsi, beaucoup de femmes entament chaque année une grossesse avec un surplus de poids qui peut entraîner toutes sortes de complications pour elles et pour leur bébé. C'est d'autant plus préoccupant, sachant que la majorité d'entre elles ont une alimentation de mauvaise qualité.
Mais ça ne s'arrête pas là, car les femmes qui ont un surplus de poids ont 5 fois plus de risques de développer un diabète gestationnel. Cette maladie qui touche jusqu'à 20% des femmes pendant leur grossesse et qui se manifeste par des augmentations de la glycémie, ou autrement dit, des taux de sucre dans le sang. Et si un traitement nutritionnel n'est pas mis en place rapidement pour ramener ces glycémies à la baisse, ce diabète peut faire des ravages sur la santé de la mère et de son enfant. Actuellement, le dépistage de cette maladie ne s'effectue qu'à partir de la 24e semaine de grossesse, ce qui fait en sorte que la prise en charge des femmes qui sont atteintes de cette maladie débute souvent trop tardivement. C'est pourquoi, dans le cadre de ma maîtrise, j'ai voulu comprendre les liens qui unissent le surpoids, l'obésité, mais plus spécifiquement l'accumulation de graisse au niveau de l'abdomen, la qualité alimentaire et le risque de développer un diabète chez les femmes enceintes pour mieux les aider. Lorsqu'une personne consomme des quantités d'aliments au-delà des besoins de son corps, celui-ci, par toutes sortes de mécanismes, va stocker l'énergie en trop sous forme de graisse, notamment au niveau de l'abdomen. Les graisses s'accumulent en différentes couches de tissu adipeux abdominal, un peu comme une lasagne. Sous la peau, il y a le tissu adipeux sous-cutané. Sous celui-ci, une délicieuse couche de muscle abdominal sous laquelle se cache le tissu adipeux viscéral qui se loge à travers les organes, un peu à la façon du délectable fromage fondu qui s'amalgame à vos pâtes et légumes préférés. Les échographies de routine réalisées d'emblée dès la 10e semaine de grossesse peuvent fournir des images précises de ces tissus graisseux où il est possible de distinguer et donc de mesurer l'épaisseur de chaque couche, comme pour une lasagne. Mais revenons à nos bedons, car depuis le début de ma maîtrise, j'ai déjà pu observer, grâce aux données récoltées auprès de plus de 100 femmes enceintes que nous avons suivies tout au long de leur grossesse, qu'il existe bel et bien des liens entre ces paramètres. Car les femmes qui ont des tissus adipeux sous-cutanés et viscérales plus épais en début de grossesse ont une alimentation de moins bonne qualité puisqu'elles consomment moins de fruits et d'aliments céréaliers agrémentés. Elles ont également beaucoup plus de chances de développer un diabète gestationnel jusqu'à la fin de leur grossesse. Ainsi, par la poursuite de mes recherches, j'ai confiance de démontrer qu'en ajoutant une simple mesure échographique de l'épaisseur de ces tissus au suivi de grossesse régulier, nous pourrions faciliter, mais surtout devancer l'identification des femmes pouvant bénéficier d'une prise en charge nutritionnelle, et ce, même avant l'apparition franche d'un diabète, pour ainsi résister à cette maladie, une lasagne à la fois. J'ai plus, mais c'est pas grave. Pas grave, C'est un problème technique majeur. OK. Le temps était correct. Le temps n'a pas été calculé, malheureusement, mais on avait mentionné que s'il y avait un incident technique majeur, c'était accepté. OK, parfait. Est-ce qu'on peut juste peut-être voir si la diapositive suivante. Marie-Ève. Marie-Ève Dallaire-Lamontagne, étudiante à la maîtrise en sciences animales, sous la direction de Marie-Hélène Deschamps, viendra nous faire une présentation sous le thème « Des insectes pour améliorer la durabilité des élevages ». Imaginez la scène. Par un après-midi caniculaire, vous ouvrez votre bac d'ordures pour y ajouter un sac. La semaine précédente, vous aviez oublié de le laisser près de la rue pour que les éboueurs viennent vous en départir. Or, vous constatez que pendant ce temps, des milliers d'asticots, tels de précieux alliés, sont venus à votre rescousse pour en réduire le contenu. Dans la nature, ces insectes sont si présents. Ils vont agir comme de véritables décomposeurs des animaux morts ou encore des excréments. Ils leur donnent en quelque sorte une deuxième vie, car en s'alimentant de ces résidus, ils vont croître et devenir des aliments bien appétissants pour un bon nombre d'espèces, comme des oiseaux, des grenouilles ou des poissons. Ils contribuent ainsi à l'équilibre des écosystèmes naturels, et ce, même s'ils peuvent susciter du dégoût chez nous. En agriculture, comme dans la nature, on produit aussi des déchets. Il peut s'agir de fumier, mais aussi de matières plus problématiques, comme des carcasses d'animaux malades ou même des œufs cassés. À défaut d'avoir la capacité de les valoriser, les producteurs vont faire affaire avec un tiers parti, qu'on appelle équarrisseur, pour s'en départir. Un peu comme on fait avec le service de récupération des ordures à la maison. À l'usine d'équarrissage, les résidus vont être transformés par des traitements thermiques qui ont un impact environnemental considérable. De plus, pour les producteurs, l'utilisation de ces services est associée à des frais élevés.
La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on ne réutiliserait pas plutôt le modèle que la nature nous a fourni en utilisant des insectes pour donner une deuxième vie aux résidus générés. Ce procédé est simple à appliquer, certaines espèces d'insectes comme les larves de mouches chaudronnoirs avec lesquelles je travaille étant déjà adaptées à l'utilisation d'une multitude de matières organiques résiduelles. Les larves produites à partir de carcasses ou d'autres résidus d'élevage pourraient ensuite être utilisées pour nourrir du bétail comme des volailles ou du poisson, dont les insectes font déjà partie de la diète à l'état naturel. Le concept semble donc une option idéale, mais pourquoi ces systèmes ne sont-ils pas déjà implantés dans les fermes à travers le pays? En fait, on s'inquiète des risques concernant la qualité nutritive des insectes, mais aussi des risques concernant la santé qui pourraient y être associés. Comme les larves vont servir à nourrir des animaux qui vont à leur tour se retrouver dans notre assiette, on veut éviter qu'ils soient porteurs de micro-organismes qui pourraient rendre malades. Mon projet de maîtrise vise donc à rendre ce procédé de surcyclage des résidus d'élevage par des insectes comestibles à la fois efficace, durable et sécuritaire. Pour ce faire, j'ai d'abord caractérisé les variations dans les charges microbiologiques des résidus animaux avec lesquels je travaille pour mieux en comprendre les risques. Je développe maintenant des façons de contrôler ces risques, entre autres en fermentant les résidus d'élevage, pour que les larves puissent être utilisées sans danger pour nourrir des animaux et indirectement des humains. Je veux aussi m'assurer qu'il s'agit d'une façon pérenne et rentable pour les producteurs de valoriser leurs résidus, et ce, dans une optique d'économie circulaire. Grâce à ce projet, la durabilité des productions animales s'en trouvera améliorée et qui sait, peut-être bien qu'un jour, vous pourrez consommer du poulet nourri d'insectes issus de ce grand cycle. Merci. C'est maintenant le tour de Myriam Landry, qui est à distance. Donc, Myriam, si tu pouvais allumer ton micro. Allô? Allô? Oui, Myriam, on t'entend dans la salle, merci. Donc, Myriam est étudiante à la maîtrise en sciences animales sous la direction de Rachel Gervais et elle fera une présentation les impacts de la supplémentation lipidique en alimentation de la vache laitière et de la fréquence de traite sur la production, la composition et les propriétés technologiques du lait. Myriam, tu nous fais signe quand tu es prête, on va démarrer le chronomètre. Oui, allez-y. Si vous êtes comme le Canadien moyen, vous buvez de moins en moins de lait, mais mangez de plus en plus de fromage. Chaque année, juste au Québec, c'est 214 000 tonnes de fromage qui sont produites. 214 000 tonnes, c'est difficile à imaginer tellement c'est important comme quantité. Si on prenait 214 000 tonnes de fromage en bloc, style Petit Québec, comme on peut en acheter à l'épicerie, et qu'on les mettait un au bout de l'autre, on pourrait faire 3 fois le tour de la Terre. Vous comprendrez donc que la majorité du lait produit sur les fermes aujourd'hui est destiné à la transformation. Mais est-ce que tous les laits sont égaux quand vient le temps de les transformer? Du lait, ça peut sembler assez standard comme produit. Mais en vérité, quand on le regarde de plus près, quand on regarde sa composition en différentes protéines et différents gras, on se rend compte qu'il peut y avoir beaucoup de variations entre les laits de différentes fermes. Cette variation est, entre autres, due aux pratiques, aux façons de faire qui varient d'une ferme à l'autre. Dans le cadre de ce projet, notre équipe de recherche s'est donc posé la question: est-ce qu'il est possible que certaines pratiques à la ferme permettent de produire un lait plus ou moins propice à la production de fromage? Pour ce projet, nous nous sommes intéressés à 2 pratiques en particulier. D'abord, la supplémentation en lipides, en gras. Les vaches d'aujourd'hui sont très performantes. Une vache produit par jour en moyenne 30 litres de lait. 30 litres. Imaginez-vous essayer de faire rentrer tous ces cartons de lait dans votre frigo. Pour réussir à produire cette quantité de lait, les vaches ont besoin, comme les athlètes, d'une alimentation équilibrée. Il peut donc être pertinent de leur offrir un supplément énergétique, dans ce cas-ci, un supplément de gras en petite quantité. La seconde pratique dont nous voulions évaluer les effets, c'est le nombre de traites par jour. Les producteurs laitiers se tournent de plus en plus vers des robots de traite pour faire face notamment au manque de main-d'œuvre. Les robots de traite, ça permet aux vaches d'aller se faire traire à leur guise pendant la journée. Ça a souvent comme effet d'augmenter le nombre de traites jusqu'à 3 par jour par rapport au traditionnel 2 fois par jour. Donc, est-ce que ces pratiques ont un impact sur la qualité du lait à être transformé? Pour répondre à notre question, nous avons fait l'expérience. Nous avons donné ou non un supplément de gras à des vaches et nous les avons traites 2 ou 3 fois par jour. On amenait ensuite le lait à l'université pour en faire du fromage et l'analyser.
Nous avons effectivement trouvé des différences dans la composition du lait, notamment que le supplément en lipides permet d'augmenter la teneur en gras du lait, alors que 3 traites par jour a plutôt tendance à faire diminuer la teneur en gras du lait. Il semblerait par contre qu'il soit possible d'obtenir le même fromage, peu importe si la vache recevait du gras ou si c'était 3 fois par jour, en adaptant les procédés de transformation. Il nous reste par contre encore beaucoup d'analyses à compléter, mais à la fin de ce projet, on espère pouvoir fournir de l'information précieuse aux producteurs et transformateurs laitiers afin qu'ils puissent continuer de nous offrir ces fromages qu'on aime tant. Merci. Merci Myriam. J'invite à présent Simon Bouchard, étudiant à la maîtrise en sciences des aliments sous la direction de Julie Jean. Et le titre de son projet vulgarisé, une brassée de virus. Imaginez-vous un vendredi soir, vous êtes au restaurant, tout habillé de blanc, et vous décidez de commander une grosse assiette de spaghettis. Bien évidemment, vos vêtements ne ressortiront pas indemnes de cette soirée, et au retour à la maison, vous devriez faire une brassée de lavage de linge blanc. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous allez, en plus du détergent habituel, rajouter un petit peu d'eau de javel pour garantir leur blancheur. Dans cette situation, il est hors de question pour vous de rajouter du linge de couleur, car l'eau de javel réagira avec vos vêtements. Ils se retrouveraient donc tout décolorés et abîmés, même si à la fin, vos vêtements seraient propres. Ainsi, le choix du détergent est influencé par ce que vous devez laver. Cette situation s'applique aussi aux aliments présents dans votre assiette. Avant d'arriver à l'épicerie, la majeure partie de vos fruits et légumes sont nettoyés par un désinfectant pour garantir qu'ils sont sans danger à la consommation. En effet, les fruits et les légumes sont des produits à risque de propager des produits à risque de propager certains, entre autres, des virus alimentaires. Puisque leur fraîcheur est primordiale, on ne peut pas utiliser des traitements thermiques comme la chaleur, car les fruits et légumes seraient altérés, réduits en bouillie, donc invendables. D'où l'importance d'utiliser des produits de sanitation pour favoriser leur conservation. Malheureusement, la plupart des désinfectants utilisés en industrie ne s'appliquent pas à tous les aliments, car certains vont réagir avec les détergents et développer des sous-produits qui pourraient être toxiques. D'autres sont tout simplement inefficaces contre la majorité des virus alimentaires. C'est ce point précis qui me mène devant vous aujourd'hui pour vous parler des péracides. Qu'est-ce qu'un péracide? Eh bien, c'est un produit provenant du peroxyde d'hydrogène, le fameux produit utilisé pour désinfecter une blessure que l'on vient combiner avec un acide organique qui peut être du vinaigre, par exemple. Mon projet de recherche est donc d'analyser le potentiel de désinfectant à base de péracide sur des virus d'origine alimentaire. Les différents désinfectants ont été testés en solution liquide, sur des surfaces comme de l'acier inoxydable et sur des aliments comme des fraises, des camemberges et des framboises. Donc, mes résultats jusqu'à présent ont permis de conclure que les différents désinfectants ont permis de réduire jusqu'à 99,99% le virus de la gastro, tandis que pour les patients A et pour les patients E, les différents désinfectants vont être testés plus tard dans la session. Le développement d'un produit chimique efficace à base de péracide va permettre de réduire, d'améliorer la qualité des aliments, réduire les risques encourus par le consommateur lors de la consommation de fruits et légumes, et aussi de réduire les pertes économiques causées par les rappels alimentaires. Ainsi, le développement de... ainsi, ça permet de... D'où... excusez. J'invite à présent Eva Châtelain, étudiante à la maîtrise en sciences des aliments sous la direction de Julie Jean. Oui, exactement. Et son titre, prévalence du virus de l'hépatite E dans des bleuets et du pâté de foie de porc produit et vendu au Canada. Bonjour à tous. Étudiante à la maîtrise en sciences des aliments dans le laboratoire de la professeure Julie Jean, je travaille sur le virus de l'hépatite E. Vous vous demandez peut-être comment ça un virus de l'hépatite E? Ça existe? Eh bien oui, ça existe.
Il a été découvert il y a environ 70 ans à la suite d'une épidémie en Inde, puis a été mis en évidence dans les pays en développement. Mais ces dernières années, il est aussi devenu une menace croissante pour les pays développés. Plus rare et moins médiatisé que les virus de l'hépatite A, B ou C, le virus de l'hépatite E entraîne tout de même 20 millions d'infections et 70 000 décès par an. En plus, ces chiffres sont très probablement sous-estimés en raison de la difficulté à établir un diagnostic. Maintenant que vous connaissez un peu mieux l'ampleur du problème, abordons la transmission de ce virus. L'hôte principal du virus n'est pas l'homme, mais le porc. L'homme se contamine donc surtout en consommant de la viande de porc crue ou insuffisamment cuite. Mais attention, pour nos amis végétariens, une autre voie possible de transmission pourrait être la présence d'animaux sauvages dans des champs de baies ou bien l'utilisation d'engrais. En effet, ces animaux pourraient contaminer les fruits en cas de contact direct avec des excréments infectés ou par les eaux d'irrigation des champs, elles-mêmes contaminées en amont. Le virus peut donc potentiellement se retrouver dans des aliments que nous mangeons au quotidien. Que nous mangeons au quotidien. Des viandes, des fruits, des légumes et même des mollusques. Mais qu'en est-il concrètement de la situation au Québec? Le virus a-t-il déjà été mis en évidence dans des produits d'ici? Eh bien, assez peu. Non pas car le virus est absent, mais parce qu'il n'existe à ce jour pas beaucoup de données concernant la présence du virus de l'hépatite E dans des aliments québécois. Dans le laboratoire de virologie alimentaire, nous avons donc décidé d'évaluer la contamination par ce virus d'aliments considérés à risque et dont le Québec est un grand producteur, j'ai nommé les bleuets et le pâté de foie de porc. Après analyse, la première partie de nos résultats suggère que le risque de contamination des bleuets québécois par le virus de l'hépatite E est faible, voire inexistant. Le risque de transmission du virus par ingestion de bleuets contaminés à l'homme est donc minime. Vous pouvez donc continuer à manger ces baies sans crainte. Pour ce qui est du pâté de foie de porc, j'ai bien peur qu'il faille patienter jusqu'à la fin de la maîtrise afin d'être totalement fixé. Préférez donc les bleuets au pâté de foie de porc pour le moment et j'espère revenir vers vous avec de bonnes nouvelles pour les amateurs de pâté de foie de porc. Merci et bon appétit. Bravo Eva. J'invite Mélanie Lacroix, qui est étudiante à la maîtrise en sciences des aliments sous la direction de Sylvie Turgeon. Et son projet s'intitule « Étude de la relation entre les caractéristiques physico-chimiques des sirops d'érable et leur comportement pendant les procédés de transformation ». J'aime les cristaux de sirop d'érable autant que les repas en famille à la cabane à sucre. Et je suis sûre que vous et les chefs cuisiniers aimez ça autant que moi. Une question que vous pourriez vous demander, ce serait pourquoi est-ce que je devrais aimer les cristaux de sirop d'érable? Quand j'en vois dans le fond de ma conserve, c'est vrai que c'est joli, mais le sirop, j'aime ça directement comme ça sur mes craques. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quand les cristaux sont faits dans les règles de l'art, on obtient plein de textures différentes. Je pense par exemple au beurre d'érable qui est tartinable et qui est crémeux, aux bonbons mous qui fondent lorsqu'on mord dedans et au pain de sucre qui est très dur et qui s'utilise râpé. Les cristaux, c'est comme l'amitié qu'ont des enfants ensemble. Prenons une situation à la cabane à sucre où il y a plusieurs familles qui sont là. Si tous les enfants tiennent la main de leurs parents, il est peu probable qu'ils aient joué avec les autres enfants. Par contre, si certains parents se mettent en retrait, alors là, les enfants vont pouvoir aller jouer avec les autres et éventuellement former des amitiés. C'est un peu la même chose avec le sirop d'érable. Pour que les sucres fondent ensemble des cristaux, il faut d'abord retirer de l'eau du sirop en le faisant bouillir. Et pour savoir si on a retiré assez d'eau, on utilise la température d'ébullition. En fait, la température d'ébullition augmente à mesure que l'eau s'évapore. C'est un peu comme si on mesurait le son de la salle pour estimer la proportion d'enfants qui s'y trouvent. Par exemple, si on entend un son assez fort, on peut supposer qu'il y a une grosse proportion d'enfants. C'est un outil qui est très pratique, sauf que ces estimations-là sont basées sur des mélanges sucre et eau. Et c'est vrai que le sirop contient beaucoup de sucre et d'eau, mais il contient aussi d'autres molécules.
Ces molécules sont en quelque sorte des divertissements qui influencent l'intensité du son. Par exemple, si les enfants sont en train d'écouter des contes et légendes ou sautent dans des jeux gonflables, le son va être complètement différent, mais la proportion d'enfants qui socialisent avec les autres reste la même. OK, c'est vrai. Ces divertissements-là compliquent un peu les choses. Mais il faut les aimer quand même parce que c'est grâce à eux que le sirop a son arôme agréable et sa couleur. D'ailleurs, le sirop peut être plus pâle ou plus foncé. Et dans mon projet, j'ai su combien de divertissements il y avait dans chacune de ces couleurs. Plus le sirop est foncé, plus il y en a. Aussi, pour chaque couleur de sirop, grâce à un montage de verre comme on voit dans les films, je pouvais décider quelle quantité d'eau je retire du sirop, donc faire sortir certains parents de la salle, et en même temps mesurer la température d'ébullition ou écouter le son. Et avec tout ça, j'espère aider les chefs cuisiniers à mieux cristalliser toutes les couleurs de sirop, parce qu'au-delà d'obtenir différentes textures, ce que je souhaite, c'est d'apporter un peu de nos beaux souvenirs à la cabane à sucre dans nos assiettes au restaurant. Merci beaucoup. Maintenant, au tour de Laurence Péloquin à venir faire sa présentation. Laurence est étudiante à la maîtrise en sciences des aliments sous la direction de Julie Jean. Son projet est réalisé de la pollinisation des fleurs à l'attachement des virus. Qu'est-ce que la pollinisation et la transmission des virus par les aliments ont en commun? Vous serez en mesure de répondre à cette question à la fin de ma présentation. Mais d'abord, savez-vous que les aliments que nous mangeons peuvent nous rendre malades s'ils sont contaminés par des virus? Eh bien oui. Parmi ces virus, on retrouve entre autres le norovirus humain qui cause plus d'1 million de cas de gastro-entérite par année au Canada. Les aliments associés aux infections à norovirus sont entre autres les petits fruits, comme les fraises, les framboises et les bleuets, mais aussi les légumes à feuilles comme la laitue ou les épinards. Pour le reste de la présentation, je vais les appeler végétaux pour garder ça un petit peu plus simple, un petit peu plus léger. Donc, ces végétaux vont être contaminés par l'eau d'irrigation des cultures, souillés par des matières fécales, par exemple par les excréments d'animaux, ou plus simplement lors de leur récolte s'ils ont été manipulés dans de mauvaises conditions d'hygiène. Bien que le simple contact entre le norovirus et les végétaux soit suffisant pour les contaminer et causer une infection, il est intéressant de se questionner sur les autres facteurs qui peuvent causer la persistance du virus sur les végétaux, notamment sur les micro-organismes présents à la surface de ceux-ci. Et oui, on retrouve en effet une variété de micro-organismes à la surface des végétaux, dont les bactéries. Ensemble, ils forment la flore commensale. Mon projet de recherche s'intéresse donc à découvrir si la flore commensale des végétaux permet un attachement accru et la transmission du norovirus. Pour mieux comprendre, on peut d'ailleurs comparer la méthodologie de mon projet à la pollinisation des fleurs. Je m'explique. D'abord, lorsque les agents pollinisateurs comme l'abeille ou le vent transportent le pollen jusqu'à la fleur, il s'agirait dans mon projet de la du premier virus et les bactéries de la flore commensale des végétaux. Ensuite, lorsque le pollen atteint le stigmate de la fleur pour la fécondation, on peut comparer cette étape aux différentes interactions entre le virus et les bactéries qui permettent l'attachement du virus à celle-ci. Finalement, lorsque les fleurs sont cueillies et amenées à la maison, c'est le moment où les végétaux contaminés par le virus sont récoltés puis consommés. Dans mon projet, une étape supplémentaire permet de quantifier les virus qui sont attachés aux bactéries et de la même façon d'évaluer si la présence d'une flore commensale sur les végétaux favorise l'attachement des virus à ces derniers. Les résultats de mon projet de recherche pourront en effet déterminer si la présence de la flore favorise l'attachement des virus et de la même façon de déterminer si... Non, excusez-moi. Et de la même façon, de savoir si on peut continuer de manger des fruits et des légumes frais de haute qualité. Merci. Je vais présenter Kim Mansour-Ferland, étudiante à la maîtrise en sciences des aliments sous la direction de Julie Jean.
nous fera une présentation intitulée « Le nanovirus humain et le virus de l'hépatite A présent dans les canneberges et les huîtres cultivées au Québec ». Savez-vous que le Québec est le plus grand producteur de canneberges au Canada? Oui, ça fait beaucoup de canneberges. Pour ceux et celles qui n'en mangeraient pas régulièrement, il faut savoir que la canneberge est une petite baie qui est récoltée suite à l'inondation des champs, étant donné qu'elle va flotter à la surface de l'eau. Après la récolte, elle va être acheminée dans les différents centres de distribution pour être réfrigérée, congelée, transformée. Mais qu'est-ce qui arriverait si l'eau servant à l'inondation des champs s'avérait être contaminée par des virus? On tomberait potentiellement malade si on ajoutait des canneberges fraîches ou des canneberges congelées à notre petit déjeuner, par exemple. Dans la même optique, qu'est-ce qui arriverait après le party d'huîtres du jeudi soir si les huîtres avaient été élevées dans un milieu où l'eau était contaminée? En plus, dans le cas des huîtres, on sait déjà qu'elles doivent filtrer l'eau pour se nourrir et qu'elles ont une certaine affinité pour les virus. Donc, mon projet de recherche, c'est comme un gros jeu de Où est Charlie? Mais je vais chercher des virus alimentaires dans différentes matrices qui sont produites au Québec. Il est intéressant de savoir qu'on dénombre environ 4 millions de cas de maladies d'origine alimentaire chaque année au Canada et que la plupart d'entre elles sont causées par des virus. Le virus de la gastro, aussi appelé le norovirus, et le virus de l'hépatite A sont des virus d'origine alimentaire qui ont la capacité de s'accrocher aux aliments. Et c'est de ceux-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, si quelqu'un de votre entourage va attraper la gastro ou contracter l'hépatite A, il ou elle va excréter des particules virales, soit par aérosol ou dans ses eaux usées. La contamination des aliments va survenir s'il y a un débordement des eaux usées contaminées. Lorsqu'il y a des grosses pluies, par exemple, ou si le traitement des eaux va présenter des lacunes. Donc, oh my God! Excusez, un petit blanc. Dans le fond, vous allez sûrement vous demander c'est où que je vais en venir avec tout ça, si c'est fréquent, est-ce que je devrais paniquer? Dans le fond, on sait déjà qu'il y a plusieurs épidémies qui sont survenues suite à l'ingestion de petits fruits, de fruits de mer ou de légumes. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui arrive avec nos aliments au Québec. Donc, moi, dans le cadre de mon projet de recherche, je vais venir chercher chez plusieurs centaines de producteurs de canneberges. Et dans le cas des huîtres, je vais plutôt venir faire une étude avec des huîtres qui sont élevées sur le bord de la côte versus des huîtres qui sont où le risque de contamination avec les eaux usées est différent. Donc, avec ces informations, on espère en savoir davantage sur la question « Où sont les virus? » Merci. J'invite à présent Gabrielle Pajot, étudiante à la maîtrise en sciences des aliments sous la direction de Julie Jean. Elle a intitulé son projet vulgarisé « Les Jeux olympiques 2022 du laboratoire de Julie Jean ». Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la question suivante. Le feu sauvage est-il uniquement la maladie du bébé? Mieux connu sous son petit nom de feu sauvage, l'herpès buccal est causé par le virus de l'herpès qui infecte annuellement près de 67 % de la population mondiale. L'herpès cause des maladies récurrentes et incurables qui se manifestent fréquemment sous forme de lésions buccales, mais peut aussi engendrer des maladies plus graves. Jusqu'à présent, les études scientifiques tendent à démontrer que non, un simple baiser n'est pas la seule voie de transmission possible de ce virus. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un virus d'origine alimentaire, il peut possiblement se propager dans cet environnement. Alors, comme nous ne connaissons pas la dose infectieuse de l'herpès, qu'un grand nombre d'individus ne présentent aucun symptôme apparent, que les aliments prêts à manger font l'objet de manipulations fréquentes et qu'au quotidien, certaines personnes partagent leurs ustensiles, leurs breuvages et même leurs aliments. Eh bien, mon projet s'intéresse donc à savoir combien de temps le virus de l'herpès peut survivre sur différentes surfaces, par exemple la synoxidable, mais aussi des aliments comme des fruits, à des températures qui reflètent notre réalité. On peut penser à celle du frigo ou aussi l'air ambiant. Ici, je tiens à vous mentionner
que jusqu'à présent, aucune étude aussi complète sur l'herpès n'a été réalisée dans un contexte alimentaire. Alors, pour mieux comprendre le comportement de ce virus et ainsi diminuer son risque de transmission au sein de la population, je l'ai soumis à quelques épreuves dans le cadre des premiers Jeux olympiques du laboratoire Julie-Jean. Pour débuter ces Jeux, le premier affrontement testait l'endurance de nos athlètes à des températures de moins 24, 23 et 37 degrés sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium et du verre, et ce, pour une période maximale de 7 jours. Les résultats de ce début de compétition montrent que l'herpès peut bel et bien survivre sur ces 3 surfaces. Soumis à l'épreuve du temps, l'herpès sur une surface d'acier inoxydable est le grand gagnant aux températures froides, soit moins 20 et 4 degrés, puisqu'il est le seul à avoir survécu 7 jours sur sa surface. L'herpès sur une surface de verre, c'est quant à lui illustré par sa capacité à survivre 24 heures à 23 degrés, contrairement aux autres qui n'ont pas dépassé le cap des 4 heures. Enfin, comme certains d'entre nous, et je dis bien certains d'entre nous, l'herpès n'apprécie nettement pas les grandes chaleurs et préfère les hivers québécois. Car peu importe la surface utilisée, aucun d'entre eux n'a survécu plus de 30 minutes à 37 degrés. Enfin, bien sûr, à venir, les prochaines épreuves seront de tester si le virus de l'herpès peut survivre sur du plastique ainsi que sur des aliments prêts à manger. Alors, voici ce qui met fin au premier compte-rendu de ces Jeux. Merci et à la prochaine. Cette portion du concours de maîtrise est maintenant terminée. Nous allons enchaîner avec les candidats et candidates au doctorat. La première invitée à l'avant est Oriane Ferrissier, étudiante au doctorat en sciences des aliments sous la direction de Sylvie Jean. Et elle a nommé son projet réalisé Agent Puri 007, Centre contre le cartel Maillot Escobar. On n'était pas sur le. On peut recommencer. Je vous contacte aujourd'hui pour une mission de la plus haute importance. Étudiantes, étudiants, je vous emmène au cœur du projet de thèse visant à démanteler un réseau malfaisant qui pèse sur notre société. Vous connaissez tous le cartel de la matière grasse, qui présente une menace pour la santé publique lorsqu'il est consommé en excès. Maladies cardiovasculaires, obésité, tel est le destin tragique de ceux qui se retrouvent piégés dans la sphère de surconsommation du gras. Parmi les aliments vedettes du cartel, la mayonnaise est l'une des plus dangereuses, car les plus polyvalentes, utilisée à la fois en trempette pour les frites et en tartinade pour les sandwichs. Notre patron, le consommateur, désire donc la remplacer par des mayonnaises meilleures pour la santé, mais aussi plus naturelles et à l'aspect similaire à une mayonnaise riche en gras. Nous avons recruté comme ingrédient naturel de base des lentilles rouges, dont la teneur en protéines est difficile à concurrencer dans leur catégorie. Vous serez chargé de les réduire en purée pour amplifier leur capacité. Votre mission donc, si vous l'acceptez, sera de diminuer la quantité d'huile dans une sauce mayonnaise en la remplaçant par de la purée de lentilles rouges sans altérer la texture du produit. Êtes-vous prêts? Venons-en à notre cible principale du cartel. La mayonnaise est en fait constituée d'un réseau de petites gouttelettes d'huile. Ces gouttelettes forment une texture onctueuse lorsqu'elles s'associent entre elles, un peu à l'image de trafiquants de drogue qui ne fonctionnent qu'en réseau. L'infiltration de la mayonnaise sera réalisée à l'aide de l'agent purée de lentilles rouges, composé au niveau microscopique de 3 équipes de particules espionnes. Les fragments de petite taille possèdent un lasso d'amidon qui les aidera à piéger les ennemis. Les cellules de taille intermédiaire possèdent une surface lisse qui les aidera à se coller contre les gouttes. Et les amas de plus grosse taille empêcheront le mouvement des gouttelettes une fois le réseau formé. Alors, le déroulement de la mission est simple. Vous ajouterez la purée de lentilles rouges avec les autres ingrédients auxquels vous mélangerez une quantité d'huile variant de 20 à 60%. Pour info, la mayonnaise classique en contient 80%. En ajoutant la purée, on va duper la sauce. Les cellules, amas et fragments vont s'incorporer incognito entre les gouttelettes qui se retrouveront alors piégées dans le réseau. La mayonnaise allégée est donc formée. Le contrôle de la mission vise à vérifier que la texture de la mayonnaise obtenue sera à peu près similaire à celle d'une mayonnaise classique. Donc pour cela, vous devrez brasser la mayonnaise allégée afin de déformer le réseau de particules et de gouttelettes d'huile.
Alors, si le réseau revient à son état initial après avoir été déformé, dans ce cas-là, la texture sera validée. Mais si au contraire, les agents se retrouvent séparés suite à la déformation, dans ce cas-là, la sauce ne répondra pas aux attentes du consommateur. Donc, vous l'aurez compris, ma thèse vise à caractériser la purée de lentilles rouges et à comprendre le rôle de ces particules lors du remplacement de l'huile dans des sauces. Par la suite, les compétences de la purée de lentilles vont être utilisées pour démanteler d'autres réseaux d'aliments méchants gras. La lutte contre les cartels de l'alimentation via l'utilisation d'ingrédients naturels ne fait que commencer. Merci. J'invite maintenant Mathilde Trudel-Ferrand, étudiante au doctorat en sciences des aliments sous la direction de Julie Jean. Elle a nommé son projet vulgarisé les virus dans nos aliments, recherchés morts ou vivants. Je ne le vois pas ici. On va le Oui, il y a vraiment un gros décalage. Saviez-vous qu'au Canada, c'est environ 1 personne sur 8 qui subit les effets de maladies d'origine alimentaire chaque année et que dans plus du quart de ces cas, les agents responsables de ces maladies sont les virus. Malheureusement, les virus sont très difficiles à détecter dans des aliments contaminés. C'est pourquoi, dans le cadre de mon doctorat, je travaille à développer et à améliorer des méthodes de détection virale dans une variété d'aliments. Pour y parvenir, je me suis d'abord penchée sur ce que nous détectons lorsque nous cherchons des virus dans les aliments. En effet, les méthodes de détection actuelles se basent sur la présence de matériel génétique du virus dans l'aliment afin de déterminer s'il est contaminé ou non. Ce matériel génétique a la particularité d'être unique à chaque virus, un peu comme nos empreintes digitales. Il est donc possible de déterminer précisément quel virus est présent sur un aliment contaminé. Vous l'avez sûrement déjà remarqué dans des séries policières, mais les détectives ne peuvent pas conclure sur l'état d'un suspect uniquement avec une empreinte digitale. Eh bien, c'est la même chose pour le matériel génétique. Nous savons que le virus est présent sur l'aliment, mais nous ne savons pas s'il est infectieux ou non. Impossible de le savoir avec de telles méthodes. Je me suis alors demandé si c'était vraiment grave de ne pas différencier les virus morts ou les virus vivants sur nos aliments contaminés. J'ai ainsi étudié la persistance dans le temps et dans l'environnement de matériel génétique provenant de virus morts. J'ai alors découvert que ce matériel génétique peut persister plus de 3 mois sur des fruits congelés, des aliments souvent incriminés lors d'épidémies alimentaires d'origine virale au Québec. En pratique, que veut dire de tels résultats? Et la persistance de ce matériel génétique nous indique qu'il est possible que certains aliments testés positifs soient contaminés avec des virus morts. Ces virus, en réalité non infectieux, ne poseraient pas de problème pour la santé de l'homme, mais pourraient conduire à la destruction d'aliments en réalité sans danger. Ce projet nous montre qu'il est important de développer de nouvelles méthodes de détection qui permettent de différencier les virus infectieux des virus non infectieux. Comme ce développement de méthode est encore au stade embryonnaire, il est important de bien interpréter des résultats positifs relatifs à la présence de virus. Nous devrons donc considérer qu'ils représentent un danger pour la santé tant que de nouvelles méthodes n'auront pas été mises sur pied. Merci. J'invite à présent Amadou Ndiaye, doctorat en sciences des aliments sous la direction de Marc Fridon. Et son projet s'intitule « Sociologie des bactéries lactiques, comment les interactions microbiennes pourraient changer la donne face au gaspillage alimentaire ».
Qui n'a jamais eu cette mauvaise expérience de se lever le matin, de prendre son bol de céréales, d'ouvrir sa boîte de lait et là, une odeur désagréable vous envahit. Ou bien l'étudiant qui a fait ses pâtes, mais a malheureusement trouvé son fromage rapide moisi. Ceci est l'œuvre de micro-organismes indésirables qui vont se développer dans nos produits et causer de mauvaises odeurs et saveurs. Et tous ces produits vont se retrouver dans nos poubelles. Ces petites bêtes sont donc responsables d'une partie non négligeable du gaspillage alimentaire qui a un impact néfaste sur notre planète. Alors, pour pallier à ce problème, on utilise des substances chimiques, des agents de conservation qu'on ajoute dans nos aliments et qui vont allonger leur durée de vie. Mais certains de ces agents de conservation pourraient être dangereux pour notre santé. Vous imaginez bien que ces micro-organismes ne vivent pas seuls, séparés l'un de l'autre. Ils interagissent entre eux. Et ces interactions peuvent être positives, négatives, neutres ou des fois complexes à déchiffrer. Dans un optique pour développer des consortiums de cultures bioprotectrices qui vont nous permettre d'augmenter la durée de conservation des aliments, j'utilise ce qu'on appelle la biopréservation. On utilise des micro-organismes pour neutraliser d'autres micro-organismes qui sont pathogènes ou bien qui sont d'altération. Donc, vous imaginez bien que ces micro-organismes, ils interagissent, ils ont une vie sociale. Et dans ce cas, les relations qu'ils entretiennent vont influencer fortement sur nos aliments. Imaginez que vous organisez votre mariage. L'agencement des invités sera un point crucial. Si vous mettez les bonnes personnes à la bonne table, l'ambiance n'en sera que meilleure. Par contre, si vous vous trompez, le plus beau jour de votre vie risque de finir en un véritable fiasco. C'est la même chose pour la biopréservation. Si on sélectionne efficacement ces micro-organismes, on peut former des équipes pratiques capables de neutraliser les micro-organismes d'altération. Là où une combinaison hasardeuse pourrait au contraire nuire aux aliments en favorisant les micro-organismes d'altération. Mais ces interactions, bien que cruciales, restent un mystère pour la science. L'objectif de ma thèse est de caractériser les interactions microbiennes entre des micro-organismes d'altération et des micro-organismes qui vont nuire aux aliments afin de développer des consortiums de cultures bioprotectrices qui vont être capables d'allonger naturellement la durée de conservation de nos aliments. Pour y parvenir, je développe une méthode avec un robot qui me permet de faire des combinaisons et des centaines de combinaisons parmi une centaine de bactéries aussi. Et de toutes ces interactions, nous allons les décortiquer et essayer de percer les personnalités et les affinités sociales des micro-organismes. L'aboutissement de mes recherches pourrait permettre, j'espère, de réduire l'utilisation des additifs chimiques, mais aussi le gaspillage alimentaire. Car si ce dernier était un pays, il serait le troisième plus grand pollueur au monde, d'où la nécessité de trouver des solutions. Merci. J'invite Siwar à l'avant. Siwar Nathalie, étudiante au doctorat en sciences et technologies des aliments sous la direction de Sylvie Turgeon. Elle a intitulé son projet vulgarisé « Famille yogourt d'amour ». Bonjour, je vous parle aujourd'hui de la famille yogourt d'amour. D'abord, le yogourt est le produit d'amour entre monsieur protéine et madame bactérie lactique, qui créent ensemble une petite maison sous forme de réseau appelé gel. Pleine d'interactions, pleine d'émotions interactives qui gardent tout le membre de la famille en interaction continue tout le temps à l'intérieur de leur maison. Mais comme dans tous les couples, il existe toujours des problèmes et c'est le cas de la famille yogourt d'amour qui souffrent de comportements maladroits de leur fils lactocérant, qui cherche toujours à s'échapper des réunions de famille et à monter seul au toit de la maison, qui est risqué. Et là se situe mon projet de doctorat qui vise à résoudre ce genre de problème. Mais depuis des années, il existait un vieux monsieur conseiller de couple qui s'appelle monsieur additif alimentaire. Son rôle est de garder tous les membres de la famille en sécurité et par conséquent de garder les fils lactocérants dans leur maison. Monsieur additif alimentaire a le pouvoir de créer des liens et des interactions avec les deux parents et dans lesquels il va insérer ou piéger le lactocérin et donc empêcher sa libre circulation et par conséquent renforcer le gel. Et lorsque les conditions deviennent favorables à l'intérieur de la maison et la madame est gâtée, elle va donner naissance à des petits bébés sucrés appelés exopolysaccharides. Leur arrivée à la maison apporte plus d'union et rapproche mieux les parents. Et comme tous les bébés, les exopolysaccharides passent la majorité de leur temps en jouant. Et là, ils attirent l'attention de leurs frères lactocérins en accrochant tout le temps leurs mains. Et par conséquent, ils les gardent toujours unis. Et là,
J'interviens avec mes tests et mes mesures d'impact de la présence des exopolysaccharides sur la texture de gel pour prouver à la famille Yogourt d'Amour qu'elle est capable de régler tous ces problèmes sans vraiment avoir besoin de procurer un monsieur additif alimentaire. Vu que les petits exopolysaccharides, ça dépend de leur taille ou de leur structure filamenteuse, sont capables de créer à l'intérieur du gel une forme qui ressemble plutôt à un filet où ils attrapent les deux parents et les frères. Donc là, monsieur additif alimentaire a fini son travail et il est prêt pour partir à sa retraite bien méritée. La famille l'accompagne à la porte en lui remerciant. Et lui, en partant, il va effacer son nom de la liste du journal de famille qui s'appelle la liste d'ingrédients. Eh bien, en la laissant plus allégée. La famille, maintenant, a plus d'espace pour accueillir plus de bébés exopolysaccharides qui vont être rajoutés progressivement tout le long de la vie de leur maman. Rappelons maintenant l'objectif ultime de ma thèse est de garder la sécurité de la famille Yogourt d'Amour sur deux niveaux. Au niveau de la sécurité de toutes les personnes à l'intérieur de la maison et par conséquent de garder les enfants à l'intérieur de la maison et d'empêcher de remonter seuls au toit de la maison. Et au niveau financier, en économisant sur le salaire qui était censé être donné à un monsieur additif alimentaire. Et merci. J'ai vu qu'il y avait une petite différence de temps en ligne et en salle, mais en salle, c'était dans les temps. Nous allons maintenant passer à la version anglophone du concours et nous avons une question. Je vous inviterai à poser votre question dans le chat, à moins que ce soit un problème technique majeur à distance. Maintenant, j'invite Philippe. Philippe qui est à distance à ouvrir sa caméra et son micro. Bonjour Philippe. Oui, bien sûr. Oui. Et on s'entend bien. Merci. Donc, Philippe est étudiant au doctorat en sciences animales sous la direction de Marc-Pierre Letourneau-Montminy et son projet Bringing the Pig and Poultry Sector to the Next Level. Philippe, allons-y. Yes, I am. Hello, everyone. Bonjour à tous et à toutes. What comes to your mind when you think about pig and poultry production? Well, pig and poultry production have changed with an increase in production, performance, and efficiency. However, these activities face multiple criticisms. There is still room for improvement when it comes to their environmental sustainability. A lot of work is still needed to address the challenges of the 21st century when it comes to these two production chains. For example, a circular economy that highlights business practice where cycles rather than linear process dominate. Most impacts of pig and poultry production have been assessed by methodologies that use an animal-based approach. Few mitigation strategies have focused on the efficiency of resource use, which is critical in a global context. Feeding pigs and poultry requires a lot of feed resources. Thus, novel feeding strategies such as precision feeding and low crude protein levels are alternatives for mitigating their environmental impacts. In previous studies, we found that these novel strategies can mitigate the environmental impacts of these production chains. However, we want to explore other novel strategies beyond nutrition, such as management, genetics, and health. Also, we want to assess how those environmental impacts vary over time, perform and compare life cycle assessment studies under Canadian, Brazilian, and French conditions. As you can see in the slide, for each of the life cycle stages considered, we want to find better production practice through a life cycle thinking overview. Thus, my thesis aims to assess novel strategies for mitigating the environmental impacts of pig and poultry production systems. We want more sustainable animal production, in which several approaches and techniques must be considered in more integrated ways. Innovative strategies needed to break paradigms, improve resource use efficiency,
and move the current production scenario towards more sustainable livestock systems. Let's bring the pig and poultry sector to the next level. Thank you. Merci beaucoup. Bravo à Philippe. Nous avons Claudie Cossette-Côté en ligne qui a ouvert son micro. Merci, Claudie. Maintenant, j'invite Yo Jong Kim, étudiante au doctorat en sciences des aliments sous la direction de Julie Jean. Son titre s'intitule Physical Inactivation Strategies for Food-Borne Viruses. Hello, everyone. What kind of food is on your table today? Didn't you eat berries, liver pate, or shellfish? What I just mentioned are food matrices that are frequently talked about as carriers of foodborne viruses, such as norovirus and hepatitis A and E viruses. If we eat food contaminated with this virus, we get food poisoning. It is accompanied by various symptoms, and our immune system is compromised. So what can we do to prevent this situation? The best way is to prevent food contamination in advance. However, what if the raw material is already contaminated? If this contaminated material is processed and then distributed, is this food product safe? To answer these questions, I'm studying the effect likely to be contaminated by crystalline heating, drying, and freezing. They are commonly used in food industry. So most food products come to market after some of these physical treatment. However, we do not know whether these physical treatments are effective enough to decontaminate foodborne viruses. Therefore, I'm currently conducting research in collaboration with Quebec's industrial partners who handle this kind of food. In this study, the effectiveness of the physical treatment will be evaluated microbiologically by applying conditions that are actually applied or applicable by the industry. Following the experiment, we could secure the security of the current processing conditions or suggest new processing conditions to the industrial partners. The ultimate goal of this study is to ensure that food products such as berries, liver pate, and shellfish can be consumed without causing health problems to customers in the event that their raw materials were contaminated with foodborne viruses. As a result, customers, including you and me, will be able to enjoy a happy and healthy diet by eating food that are safe from foodborne viruses. Thank you so much for J'invite notre dernière participante, Racha Salich, étudiante à la maîtrise en biologie végétale, sous la direction d'Edel Pérez-Lopez. Son projet s'intitule « A system to connect the club root with the club root resistant canola ». Elle va probablement mieux l'expliquer. What comes to your mind when you hear the word canola? I'm sure it's the canola oil that you've been using in your day-to-day life for cooking, frying, grilling, whatever you name it. But all good things sometimes suffer. Club root,
When I first heard the term clubroot, I thought it was a club in the root, but unfortunately it is not. It is a disease that occurs in the plants, actually in the roots, and it is caused by the pathogen Plasmodiphora brassicae. But from here on, for the simplicity, I would just like to call it the clubroot pathogen. So clubroot is known to infect cruciferous plants, like plants belonging to canola and cabbage family worldwide. And from the recent past, it has also been known to infect a lot of canola fields all around Canada. And right now, growers from provinces like Alberta, Saskatchewan, and Quebec, they're having a lot of trouble with clubroot in their fields. So just imagine what happens if all the canola fields around Canada get infected with clubroot, and eventually, if we had to run out of canola oil. But no worries, science always has a solution for everything. So scientists, they worked on this, and they were able to introduce clubroot-resistant canola varieties to the growers. And it was very successful, but for a couple of years, because the pathogen was smarter and it was able to break the resistance. Ever since, a lot of questions have been put forward, like how a grower would select which clubroot-resistant canola variety to use in his field, which resistance is better than the other. And to answer this question, a lot of classification of the clubroot pathogen have been put forward by various research groups from all around the world. But unfortunately, none of the classification system was able to answer the question, answer the relationship between the clubroot-resistant canola varieties and the ability of the pathogen to overcome the resistance. So this is my master's project. We want to answer these questions. Therefore, we are on our way to developing a new system which could explain the relationship between the various clubroot-resistant canola varieties that is currently available in the market and the ability of the pathogen to overcome this resistance. So once we successfully complete our project, all what the grower has to do is to bring us the sample from his soil, and we would analyze it and we would let him know which clubroot-resistant canola variety to use in his field with or without the pathogen. So once again, science has become successful in solving our problems, and not only that, it has also provided you with the canola oil that you would need to make your poutine tonight.